Alors en fait, quand on m'a donné le nom Panzoocie, j'étais bien ennuyée parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de Panzoocie vraiment dangereuse pour l'homme, heureusement, du fait de la barrière d'espèces. Donc j'ai tenu compte des deux crises majeures que j'ai connues et qui étaient médiatiques parce que les gens, là, ça les touche quand même, l'histoire de la vache folle ou l'histoire de la grippe aviaire. Et j'étais contente de voir Paoli parce que c'est vrai que Paoli est celui qui a vraiment été à l'origine du tournant où les journalistes ont commencé à écouter les vétérinaires et non plus les médecins pour la grippe aviaire, pour changer en fait la crise que l'on connaissait, où les gens pensaient vraiment qu'une pandémie allait arriver avec le virus H5N1. Donc après, je me suis dit, bon, une fois que j'ai parlé de ces deux maladies, qu'est-ce que je fais? Alors, vous savez, des zoonoses, il y en a plein. Alors, bon, je ne suis pas très chien et chat déjà, donc je n'ai pas parlé des chiens et des chats. Et puis surtout, je suis revenue sur les problèmes de risques alimentaires pour souligner des risques émergents. C'est l'histoire des jeunes enfants contaminés par les nouveaux animaux de compagnie, avec les salmonelles, les rats. Les salmonelles, c'est avec les reptiles. Les rats, c'est avec... il y a eu le copox, et puis ils sont porteurs de salmonelles aussi. Enfin, et puis il y a la fièvre de la morsure du rat, qui peut se révéler mortelle. Je trouve que c'est quand même important de le dire. Les visites de fermes pédagogiques... Oh, la FNSEA n'était pas contente quand j'ai dit qu'il fallait pas, il fallait prendre des précautions. Je ne suis pas contre les visites de fermes pédagogiques, mais je pense que quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis, on ne peut pas faire prendre de risques à de jeunes enfants, j'ai moins de 6 ans comme ça. Je pense que c'est notre rôle en tant que vétérinaire, où on en connaît beaucoup plus que les médecins sur les maladies animales, et 70% des maladies humaines sont des zoonoses. Donc en fait, on voit plus des fois arriver un risque et d'évaluer le risque que les médecins. Moi, je me rappelle des médecins qui avaient peur de la grippe aviaire. Et moi, je n'avais pas peur. J'y croyais pas. Par contre, pour la vache folle, j'étais considérée comme une dangereuse alarmiste parce que j'expliquais simplement que ça menaçait notre cheptel bovin et qu'on ne pouvait pas exclure un risque pour l'homme. Et malheureusement, j'avais raison. Et même si le risque a été heureusement limité par la barrière d'espèces. Alors moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Association française pour l'avancement des sciences. Et elle a été créée par Claude Bernard, donc vous voyez, c'est une association, une petite maintenant association qui a été très importante il y a plusieurs années, il y a un grand nombre d'années. Et quand il y a quelque chose de nouveau, on a un site et on met ce qu'il y a de nouveau. Et ça, c'est important. Par exemple, là, je vais par exemple faire un texte sur les maladies transmises par les rats à cause du problème qu'il y a à Paris. Bon, ben, les zoonoses transmises par les rats sont sur le site. Quand il y a eu l'histoire du fipronil dans les œufs, où il y avait une contamination, les gens ne comprenaient pas parce qu'on nous parlait d'œufs et de poux rouges. Les gens ne savaient pas ce que c'était que le poux rouge chez les volailles. Donc, il fallait déjà expliquer ce que c'était les poux rouges. En plus, ce qui était extraordinaire, c'était soi-disant un produit qui était en fait bio. Et puis, c'était en fait une fraude extraordinaire. Ils avaient rajouté dedans le fipronil, qui n'était pas, en fait, dangereux pour l'homme, hein, soyons francs, et qui était très efficace en plus, mais qui était interdit pour les pondeuses. Et ce sont les pondeuses qui ont les problèmes de peau rouge. Donc, c'était vraiment une fraude très grave. Alors, on répond, si vous voulez. Alors, je vous donnerai une autre réponse. Par exemple, dernièrement, le Canard enchaîné a balancé qu'il y avait 8000 tonnes de vaches tuberculeuses qui entraient dans la chaîne alimentaire. Tuberculeuses. Alors, tout le monde dit, mais non, ce n'était pas des vaches tuberculeuses. C'était les troupeaux qui étaient abattus pour cause de tuberculose. Et dans ces cas-là, on contrôle toutes les vaches, bien entendu, mais c'est toujours une ou deux vaches qui peuvent être peut-être tuberculeuses dans ce troupeau. Les restes, ce sont des troupeaux ce sont des vaches qui sont tout à fait saines. Et l'éleveur n'est pas... bien sûr, les vaches vont à l'abattoir et sont considérées comme saines. Il y a bien sûr un contrôle à l'abattoir. Donc dans ces 8000 tonnes, il y a très peu de vaches saisies. Mais ce ne sont pas des vaches tuberculeuses. Celles qui sont tuberculeuses sont saisies.
Et par contre, ce que dénonçait le canard enchaîné et qui n'a pas été souligné, c'est que Bijard, à l'époque, payait très peu cher au kilo ses vaches parce que l'éleveur avait le couteau sous la gorge. Et c'était ça qui était scandaleux, parce que du coup, l'éleveur se retrouvait vraiment en déficit, puisque ce que lui donnait le gouvernement, puisque la maladie était à déclaration obligatoire et l'éradication obligatoire, ne comblait pas le déficit. Non, c'est pas une peur, mais c'est des fois une remise à niveau, c'est-à-dire dire, bon, attendez, là, il s'est trompé. Donc, je fais un article dans la dépêche vétérinaire à ce moment-là pour dire, attention, il y a une erreur là. Donc, c'est repris par les vétérinaires à ce moment-là. Si vous voulez, notre rôle en tant qu'enseignant ou scientifique connaissant un sujet, c'est le relais. Alors, le relais, on l'a eu avec la vache folle ou la grippe aviaire par les journalistes aussi. Mais j'avais écrit aussi un document pour les vétérinaires. Si vous voulez, c'est toujours important d'écrire pour prévenir, parce que sinon, il n'y a pas de communication. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que, en fait, quand on essaye d'expliquer quelque chose, il y a eu des mesures de précaution qui ont été prises, qui ont tellement été importantes. Alors, je vais vous prendre un exemple, les farines de viande et d'os. Il n'y a plus de prions dans les farines de viande. On appelle ça protéines animales transformées, mais il n'y a plus de problème. Mais on ne revient pas vers l'arrière. Et les volailles et les porcs, en particulier la dinde, sont toujours des végétaliens, alors que ce sont des omnivores. Est-ce que vous trouvez ça normal? En plus, on importe du soja transgénique, ça coûte très cher. C'est une aberration. Eh bien, les gens ont peur de revenir vers les farines animales. Et c'est une aberration. Je pense que c'est important, effectivement, que le citoyen ait son mot à dire. Par exemple, dans des congrès, maintenant, on fait venir les familles de malades. Donc, vous voyez, moi, je le vois surtout avec le problème de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Moi, pour la première fois, j'ai vu arriver ce qui se faisait beaucoup aux États-Unis. Maintenant, on le voit aussi en Europe. Et ça, c'est important, d'avoir l'avis des malades, parce des fois, ils connaissent mieux même les symptômes que les médecins, parce qu'ils ont suivi leur famille très longtemps. Donc, je crois que c'est très important d'avoir l'avis des malades. Mais il faut faire aussi attention, parce que moi, je vois par exemple les problèmes actuels avec la maladie de Lyme. J'ai jamais vu des médecins être autant les uns contre les autres sur ce sujet-là. Et ça, c'est terrible parce que je crois qu'on perd de l'information avec le manque de consensus entre les médecins sur ce sujet-là. C'est utile d'avoir ces aspects un peu différents. Mais si vous voulez, on a quelquefois aussi des citoyens qui ont des points de vue qui sont non scientifiques. Moi, je donnerais par exemple le problème des électrosensibles. On a reconnu que c'était un problème pathologique, mais parce que c'est psychique. Mais eux considèrent qu'on a reconnu leur maladie comme liée au champ électromagnétique. Et c'est là le problème où il y a un biais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont électrosensibles, alors que même des fois, ils sont électrosensibles alors que l'antenne n'est pas branchée. Hein. Mais si vous voulez, ça devient assez dramatique de reconnaître cette maladie qui est psychique, alors qu'il n'y a pas de justification scientifique. Je pense que oui, parce que le problème, c'est ce que disait Cédric Villani, c'est que en fait, celui qui va faire de la recherche, qui va aller aux États-Unis, bah, quelquefois il y reste parce qu'il est mieux payé que s'il reste en France. Moi, je vois, j'ai envoyé mes meilleurs étudiants au Québec en tant que professeur à l'école vétérinaire. Mais ils les ont gardés, mes étudiants, parce que c'était les meilleurs. Ils étaient payés 2 fois plus que nous. C'est évident que c'était intéressant. C'est la pathologie comparée qui m'a toujours plu, c'est-à-dire de comparer, par exemple, je sais qu'on a fait des fois des réunions sur la faune sauvage qui va en augmentation, où le chasseur est un bien national pour moi. Parce que ce sont des réservoirs de virus pour les animaux domestiques, pour l'homme. Le problème des tiques. On voit une augmentation du nombre de tiques maintenant, peut-être le réchauffement climatique, mais aussi les porteurs, comme les chevreuils, etc. Donc, si vous voulez, il y a plein de problèmes
qui apparaissent. Donc ça serait intéressant de voir le problème de la faune sauvage. Enfin, c'est mes sujets personnels, ça. Le problème des moustiques. Moi, je trouve toujours, il y a 3 bêtes qui me font peur. C'est la tique, le moustique et la chauve-souris. Ils sont vraiment réservoirs de virus et de bactéries qui font que je trouve que ce sont des sujets intéressants, parce que regardez, quand on cherche, on trouve, regardez le Zika là, qui a émergé, virus Zika, pour une fois on trouvait un virus tératogène. Mais je vais vous donner un exemple, vous voyez, est-ce qu'on a pris toutes les précautions? Je vais vous donner juste un exemple. En 2001, on a eu une maladie vétérinaire là, qui touche les bovins et les moutons, qui est apparue vers Maastricht, qui a inondé donc à partir de Maastricht l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, puis la France. C'était la fièvre catarrhale ovine, virus tératogène transmis par un vecteur, un culicoïdes, et il a fallu vacciner, ça a été un drame là, ça a coûté très cher, etc. Et c'était un virus d'origine exotique. Donc, comment est-il arrivé? Bon, vers Maastricht, c'est le carrefour mondial des fleurs. Finalement, c'est la seule explication qu'on ait trouvée. En 2006, 5 ans après, nouvelle maladie, pareil, transmise par un vecteur, le virus de Schmallenberg, parce que c'est en Allemagne, à Schmallenberg, qu'ils l'ont trouvé. Pareil, virus tératogène, transmis par un vecteur et touchant les moutons et les bovins. Donc moins grave que la fièvre catarrhale ovine, mais quand même assez impressionnante, pour qu'on ait envisagé un vaccin qu'on n'a pas mis en place. Donc à 5 ans d'intervalle, on trouve 2 virus tératogènes, dramatiques pour les élevages de ruminants. Et si un jour c'est un virus humain qui vient comme ça, exotique, avec les fleurs, là on s'inquiétera peut-être des fleurs qui arrivent vers Maastricht et qui peuvent nous apporter, comme ça, nous apporter des virus exotiques.